Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science. Donc nous allons continuer notre analyse des pseudosciences. Alors, certains partisans du paranormal voudraient qu'on sépare des pseudosciences certains points particuliers. Par exemple, l'étude sociologique du phénomène OVNI, c'est-à-dire les stimulus socioculturels qui peuvent pousser certains à témoigner d'un ovni ou de l'interprétation liée aux ovnis. Il voudrait aussi qu'on sépare la cryptozoologie comme une étude scientifique sérieuse d'animaux considérés comme mythiques mais pour lesquels il y aurait des témoignages. Il voudrait également qu'on sépare la céréologie qui est l'étude des agroglyphes, c'est-à-dire les cercles de formes géométriques, de structures géométriques trouvées dans certains champs. Et enfin, il voudrait que l'on sépare également la parapsychologie, pour des tenants du paranormal, c'est tout à fait évident, qui peut s'étudier sous l'aspect scientifique, ce qui a d'ailleurs été fait notamment à l'université de Stanford. Alors, donc ils voudraient que ces points particuliers fassent l'objet d'études scientifiques rigoureuses et qu'ils sortent ainsi du domaine des pseudosciences. Alors, c'est une demande de bonne loi, et pour certains points, par exemple pour l'étude sociologique des ovnis, c'est tout à fait valable. Mais la demande est un peu curieuse dans la mesure où la science en question existe déjà, c'est la sociologie. Celle-ci étudie toutes sortes d'aspects socioculturels, y compris des phénomènes tels que les témoignages sur les ovnis. Les trois autres cas sont beaucoup plus discutables, nous en avions déjà parlé, peuvent toutefois faire l'objet d'études sérieuses. Rappelez-vous, en cryptozoologie, j'avais signalé le cas des études par l'ADN des échantillons qui seraient soi-disant provenus du Yéti. Les agroglyphes, c'est beaucoup plus discutable dans la mesure où la très très grosse majorité des agroglyphes ont peut-être attribué à des canulars, à des farceurs, dont certains se sont dénoncés, ou certains l'ont avoué à visage caché et ont montré comment ils réalisaient ces agroglyphes. J'ai pu moi-même voir un tel reportage où, dans notre pays, en Belgique, où un groupe appelé Serial Killer a montré comment il procédait pour réaliser des dessins parfois très complexes dans le noir absolu avec seulement quelques personnes pour créer l'agroglyphe. Ils font la preuve de bonnes connaissances en géométrie et de beaucoup d'astuces. Sinon, en dehors de ce bémol, pourquoi pas? Mais il faut quand même dire que ça reste discutable, parce qu'il y a toujours beaucoup de risques de dérive, et il y a une forte cohabitation avec les pseudosciences, de par certains membres qui, eux, n'auraient pas nécessairement les scrupules de ceux qui veulent une étude réellement scientifique. Donc il faut rester très très prudent. Il y a aussi dans pseudosciences des approches qui sont relativement proches de la science, mais qui écartent la méthode scientifique. Ce qui évidemment pose de gros problèmes. Un exemple est celui de la fusion froide. Celle-ci n'a pas pu être produite par les scientifiques. Plus exactement, pendant un temps, diverses expériences furent menées, dans diverses conditions, diverses manières. Certains voyaient des effets difficiles à comprendre, d'autres ne voyaient rien. Absolument aucun effet. Une étude particulière a été faite, assez caractéristique. Celle-ci consistait à vérifier pour chaque étude quelle était la précision des appareils de mesure qu'ils employaient.
Et si on regardait ceux qui avaient des appareils de très haute précision, aucun effet n'était constaté. Et ceux qui avaient des appareils de précision assez médiocres, ou nettement plus faibles, voyaient parfois certaines choses. Donc ces caractéristiques, ça signifiait que les effets observés étaient simplement des effets dus à la précision des mesures ou des effets de bruit. Par la suite, pas beaucoup, mais tous les effets physiques liés au phénomène étudié furent analysés, compris, et la fusion froide fut écartée. Mais elle a continué à se propager en tant que pseudoscience par des personnes qui veulent y croire. On peut le comprendre dans le contexte de la crise de l'énergie, et ils cherchent à trouver des informations, des études, des citations qui iraient dans leur sens. Alors là, on a un phénomène psychologique appelé biais de confirmation, c'est-à-dire que la personne ne retient que ce qui va dans le sens de sa croyance et écarte le reste. Et évidemment, comme je l'ai dit, il y a eu des études où les précisions n'étaient pas suffisantes, où les conditions n'étaient pas suffisamment rigoureuses, et où on a cru qu'il y avait peut-être bien quelque chose. Donc, on trouve toujours bien à justifier ses croyances. Et tout cela est parasité par parfois l'appât du gain, l'espoir de fabriquer de l'énergie à volonté, ou de manière moins scrupuleuse de vendre des appareils qui ne fonctionnent pas en réalité. Également parfois des aspects politiques, ou des problèmes liés au prestige. Oh, ce serait fantastique de pouvoir découvrir un effet tel que la fusion froide, mais également par la théorie du complot, qui est, on le sait, très répandue. Et donc, où les gouvernements et les grands lobbies pétroliers essaieraient d'étouffer dans l'œuf la découverte de la fusion froide. Et évidemment, bien, la fusion froide est loin d'être le seul domaine où on constate ces dérives qui finissent par transformer certaines choses en pseudosciences. Alors, il convient aussi de signaler les risques sociaux liés aux pseudosciences. Parce que si c'était juste les croyances de quelques farfelus, ma foi, ça ne serait pas bien grave. Malheureusement, ça va au-delà. Alors, les pseudosciences, toutes celles que nous avons citées, beaucoup sont pratiquées ou étudiées ou abordées par de simples curieux, des amateurs que ça amuse, ou des gens en quête d'une certaine spiritualité, ou qui ont été déçus par certains aspects de la science traditionnelle et qui se tournent vers d'autres possibilités. Mais malheureusement, il y a aussi dans ce domaine des charlatans et aussi des sectes qui exploitent la crédulité et pour lesquelles les pseudosciences peuvent être un moyen de levier absolument puissant pour attirer des gens dans leurs bras. D'ailleurs, cela concerne essentiellement des sectes qui se donnent une certaine aura scientifique. On peut citer par exemple la scientologie, évidemment, qui prône la dianétique, une soi-disant science qui n'en est pas une. La secte des Raéliens, très très pseudo-scientifique, et toute une série d'autres sectes dont on entend régulièrement parler. Alors, les gouvernements, et c'est vrai partout, en France ou aux États-Unis, les institutions ou certaines instances gouvernementales surveillent de près les sectes les plus dangereuses et surveillent les pseudosciences qui sont prisées des sectes, qui sont utilisées par les sectes. En particulier,
tout ce qui est pseudomédecine, puisque d'abord il y a des risques pour la santé, il y a le fait qu'on risque aussi d'avoir une pratique illégale de la médecine, et comme les gens sont souvent très soucieux de leur santé, bien entendu, cela donne un certain pouvoir qui a été qualifié de biopouvoir. Et ces réactions des autorités, elles ont été motivées surtout après certains dérives parfois très graves, en particulier pour des faux traitements contre le cancer, cela s'est produit chez nous, ou des traitements contre l'autisme, dont les États-Unis ont été particulièrement victimes, avec des dérives très graves. On ne sait pas guérir de l'autisme. Il n'y a pas de traitement, aucun. Il ne faut pas rêver. Ce n'est pas dans les pseudosciences qu'on va en trouver. Mais on peut soigner ces personnes pour leur rendre la vie plus facile, les aider à progresser, les prendre en charge. Et évidemment, quand ils tombent dans le domaine des pseudosciences, ça peut très très mal se passer pour ces personnes. Alors voilà, nous avons fait le tour des pseudosciences, et notons qu'il faut en exclure, et en particulier pour les risques sociaux, il faut exclure de ça toutes les pratiques qui n'ont strictement aucune prétention scientifique. Bien entendu. Dans ce cas-là, ce ne sont pas des pseudosciences. Donc des pratiques qui n'essayent pas d'employer un dialogue scientifique pour jeter de la poudre aux yeux des crédules, qui n'emploient pas de soi-disant revues, un comité de lecture qui ne sont approuvés que par eux-mêmes. Et il y a un certain nombre de pratiques, en particulier dans la magie, dans les pratiques divinatoires, ou chez les médiums, qui ne cachent pas que leur pratique n'a rien de scientifique. Ils croient en leur pratique, mais ils ne se présentent pas scientifiques, et ce n'est pas des pseudosciences. Attention tout de même dans ce domaine, il peut y avoir des escrocs, bien entendu. Les escrocs et les charlatans, il y en a dans tous les domaines, pas seulement en sciences. Certains, pour critiquer la pseudoscience, utilisent la parodie. Pourquoi pas? Ça permet de mêler l'utile à l'agréable. Je ne dis pas que ça a un réel succès contre les pseudosciences, mais au moins c'est amusant. Ainsi, la jumbologie crée des thèmes astro, comme en astrologique, mais au lieu de se baser sur les astres, il se base au moment de la naissance de la position des avions partout dans le ciel autour du monde. La pastafarine est une parodie du créationnisme. La notologie écrit également des thèmes astraux, mais eux basés sur ce que montrent les écrans avec Internet au moment de la naissance. C'est très amusant. Et alors, il faut aussi citer la pataphysique, nous reviendrons sur la pataphysique, qui applique des sciences ou les mathématiques à des objets qui sortent totalement de leur domaine, et ainsi en arrivant à des résultats totalement farfelus pour le plaisir. Voilà, alors nous avons fait le tour des pseudosciences, donc maintenant voyons autre chose. Alors, il y a ce qu'on appelle la science pathologique, qu'on pourrait qualifier de dérapage de la science. Science pratiquée par des humains. Les humains ne sont pas infaillibles, donc la science ne l'est pas non plus. Ça peut déraper. C'est la science pathologique, ce sont les recherches ou les domaines de recherche où des gens ont été trompés par de faux résultats, par des effets subjectifs, par leur désir personnel de trouver, voir quelque chose, ou par des effets de seuil. Le terme a été inventé par Langmuir en 1953 lors d'une conférence. Langmuir est un prix Nobel de chimie. Il a aussi qualifié de science qui ne marche plus longtemps après
qu'elle a été complètement écartée et déclarée fausse par de nombreux scientifiques du domaine, ayant pratiqué bien sûr une étude scientifique sérieuse, ou c'est aussi la science des choses qui n'existent plus. Quelques exemples. Les canaux martiens, la fameuse observation où, j'ai oublié le nom du scientifique, avait cru voir des canaux sur Mars. Évidemment, il n'y en a pas. Des images plus précises ont montré que c'était des artefacts purement visuels. Il y a l'histoire des rayons M, la polywater, la fusion froide, nous en avons déjà parlé, et nous reviendrons plus en détail sur certains de ces exemples dans la prochaine vidéo. Alors, la science est en constante évolution, nous en avons plusieurs fois parlé. Les erreurs sont inévitables. Bien sûr, c'est normal de commettre des erreurs, d'avoir des choses qui ne marchent pas. Le tout, bien entendu, est de s'en rendre compte et de corriger le tir pour progresser alors dans la bonne voie. C'est dans ce but que ont été imaginées la méthode scientifique, la rigueur scientifique et les méthodes de validation scientifique par publication. Donc c'est normal qu'il y ait des erreurs, mais la science pathologique, c'est le cas où ces erreurs se propagent dans le temps, bien au-delà de la normale, au-delà de leur invalidation, du moment où on a prouvé qu'elles étaient fausses, et parfois sous diverses pressions, en particulier la pression des médias. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous donnerons une définition plus précise de la science pathologique et nous verrons en détail certains exemples. Je vous remercie.